Salut Nicolas, Hello. est-ce que tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Je sais pas si vous m'entendez bien. Moi je t'entends super. Ok, génial. Dites-nous dans le chat si vous avez des bugs ou si vous entendez mal. Vous avez un petit icône commentaire normalement en bas à droite. Et voilà, si jamais vous avez des problèmes, parce que la semaine dernière on avait eu quelques soucis. Et ben merci beaucoup Nicolas d'avoir accepté une nouvelle fois cette invitation. Tu es la première personne qu'on invite 2 fois sur cet épisode. Wow, merci. Et puis Donc bonjour tout le monde, au passage. j'arrivais un peu à court de nouveaux intervenants. Et donc je me suis dit: «Bah, là, c'est sûr, je voulais retarder le moment où on reverrait les mêmes noms Ouais, et le sujet de Silent Payment, c'était, pour moi hyper important à apporter, à, comment dire? À traiter et donc je me suis ouais. dit: «Bah, en fait, Nicolas sera la meilleure personne pour faire cette, double intervention». Donc c'est très cool. Est-ce que tout va bien? Je sais que tu étais un peu dans le rush, juste avant. Oui, oui, ouais, ouais, non, ça va, ça va. OK, super. Alors, peut-être pour commencer, tu pourrais, dans un premier temps te présenter, pour l'audience qui ne te connaîtrait pas? Oui, bonjour tout le monde. Bah, donc je suis Nicolas Cantu, j'ai participé à des gros projets d'innovation, d'infrastructure assez tôt. Euh, Voilà, avec par exemple, soit en tant qu'architecte ou en directeur de programme sur le premier fournisseur d'accès Internet par satellite au Centre national d'études spatiales, les premières plateformes de convergence de G3G d'Orange, les premiers systèmes Ethernet embarqués dans les trains pour la RATP SNCF. J'ai développé une des premières bases de données SQL dans les années 2000. Voilà, ce genre de projet pendant assez longtemps. Et puis après, j'ai enchaîné sur des projets plus classiques de refonte, mais en parallèle, je monte des startups tech. En 2013, j'ai commencé à miner des bitcoins. En 2015, j'ai fondé une première société dans le domaine qui s'appelait InStreet. Voilà, c'était sur l'immobilier et bitcoin. Et puis en 2018, j'ai fondé un accélérateur à Paris, à Station F, qui s'appelait Chain Accelerator. En 2019, bah, je participais à la fondation du Paris Blockchain Week Summit. Et voilà, j'ai quitté ces activités-là qui ont été revendues pour l'accélérateur et pour la boîte sur l'immobilier pour fonder Foreign-Key. Voilà. Et Foreign-Key, c'est quatre activités autour de la résilience des entreprises. C'est euh, c'est la résilience numérique avec Foreign-Key Tech. Et donc, on développe des services web qui sont mieux vérifiables, mieux confidentiels et totalement décentralisés, hors cloud. Et voilà. Puis après, on a Franca Energy qui est là la résilience sur l'énergie avec de gros sujets autour des modèles économiques qui changent grâce au mining et donc des nouveaux procédés industriels, que ce soit dans l'agriculture ou dans la construction, qui sont permis grâce au mining. Voilà. Et puis on a une école qu'on a ouverte il y a quelques mois qui s'appelle Foreign Key Academy et on a commencé plusieurs sessions de formation. La dernière, c'était les e-commerçants sur accepter les paiements en Bitcoin. Donc on forme aussi, sachant que la cible, c'est de former des développeurs. Donc c'est un centre de formation pour les entreprises. Et dans un an, le temps des démarches pour monter ça, ce sera aussi une école, puisqu'on veut à terme former des développeurs avec des formations diplômantes, voilà, l'année prochaine. Et il me semble que vous avez un cours, bientôt, je sais pas si c'est pas la semaine prochaine? Alors ça a été fait, c'était la semaine dernière. On avait 2 jours de formation des e-commerçants sur Bitcoin. Puis comme à Rouen, on a un Carrefour Express qui accepte Bitcoin. Voilà, c'était l'occasion de dépenser pour les participants leur premier SAT dans un Mmh. commerce à côté. Voilà, c'était juste à côté de nous. Donc on allait dépenser nos SAT et il y avait du coup, bon, on est très content. Il y avait des super, des super intervenants. On a eu Maxime Imbert qui nous a décrit les paiements actuels, traditionnels. Donc, comment marchent les paiements sur Visa, Mastercard, quels sont les frais, quelles sont les conditions, les délais, etc. La réalité des paiements actuels. Puis après, on a une petite intervention d'Ariel Aguilar, qui est un Argentin qui était en France et il a bien voulu, c'est super, venir nous voir pour faire une petite introduction sur l'inflation, la monnaie
et comment une monnaie peut rapidement basculer, comment s'en prémunir. Et ça faisait une bonne intro sur Bitcoin. Après, Benoît a continué sur Bitcoin. Et puis après, Fanis a enchaîné le lendemain sur les paiements Lightning. Et puis Ellie a fini sur une phase plus opérationnelle sur qu'est-ce que ça implique pour un commerçant sur la compta, sur la fiscalité, mais aussi sur la stratégie, aussi sur les usages, les nouveaux usages qu'on peut permettre, les nouvelles expériences qu'on peut permettre, les nouveaux modèles économiques autour du paiement. Voilà, donc tout ça, c'était en 2 jours bien condensés avec un petit passage au Carrefour Express pour aller dépenser les wallets, les premiers bitcoins sur le premier setup de wallet voilà, pour les participants. C'était vraiment très Oui, cool. le fameux carrefour de Rouen, du coup. Exactement. Et puis il y en a Super. d'autres, voilà, on en a d'autres. Et puis des participants qui étaient là, bah, du coup, voilà, sont bien partis pour continuer le mouvement d'accepter des bitcoins dans leur e-commerce pour le coup. OK et donc ça, c'était, donc la conférence, sur 2 jours que tu expliquais, mais il me semblait aussi que vous étiez en préparation d'autres choses, je crois que Ah oui, Bitcoin Normandie m'en a parlé, qui arrive bientôt. oui, bah, on a les formations pour les développeurs qui vont démarrer bientôt, OK. euh, sur plusieurs semaines là par contre. Donc c'est vraiment avec des objectifs vraiment plus, enfin, de développeurs en fait, donc développeurs débutants ou développeurs confirmés ou expérimentés sur Bitcoin. Et voilà. Et puis après, on a d'autres sujets encore sur les autres activités, mais voilà, ça, il y a des communiqués de presse qui sont en stand-by, donc on en parlera un petit peu plus tard. OK, OK, super et donc pour aller un peu plus loin, enfin directement dans le cœur du sujet, qui sont les silent payments, peut-être avant de vraiment expliquer ce que c'est, directement, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous expliquer quelle est la problématique et pourquoi est-ce qu'on a besoin de tel, type de transaction? Oui, bah, la problématique, c'est la confidentialité des transactions sur Bitcoin. Parce que si par exemple vous allez boire un verre, que vous voulez payer votre verre en Bitcoin, alors là on est sur le cas d'un Bitcoin mainnet, ce qui n'est pas forcément pertinent pour aller boire un verre, parce que ce serait plutôt sur Lightning, mais c'est pour l'illustration. Eh bien, dans ce cas-là, le barman peut assez rapidement, en faisant le lien avec les adresses utilisées par votre wallet, savoir combien vous avez, et puis à la fin, quand vous sortez du bar, il y a quelqu'un qui a un couteau qui vous attend. Voilà. Ça, c'est un petit problème, et donc c'est le problème que permet de résoudre en partie Silent Payment, mais c'est déjà un grand pas, puisque on ne pourra pas, en fait, à partir de l'adresse que celui à qui vous payez va recevoir les fonds, bah, sur cette adresse-là, il ne pourra pas déduire quelles sont vos autres adresses du wallet. Euh, et donc, bah, il ne va pas pouvoir savoir, en tout cas beaucoup plus difficilement, euh, quels sont, quels sont vos fonds, quoi, en fait, et combien vous avez. Et donc, ce sera peu pertinent de vous attendre avec un couteau à la sortie. Oui et puis surtout, enfin, ça permet de se protéger donc en tant qu'envoyeur et parce qu'avant ça, j'imagine que, enfin, les outils n'étaient pas très, heu, optimisés pour le faire, où il y avait des sortes de CoinJoin, de mixeurs, qui étaient, assez efficaces, mais Alors, ouais, ça pardon? en fait, il y a deux choses différentes. Il y a, il y a masquer le lien entre les adresses et surtout éviter l'adresse reuse. Donc, être certain qu'il n'y Mmh. aura pas de réutilisation d'adresse. Et pourtant, pouvoir donner toujours la même. Ça qui est un peu, Aussi, ouais. qui est assez génial avec Silent Payment, c'est que vous allez toujours pouvoir proposer cette adresse publique. Pour autant, cette adresse, on ne la verra pas dans les transactions. Et on ne saura pas faire le lien avec ce qui passe en chaîne et cette adresse. Par contre, ça vous permet quand même de communiquer une adresse publique. Et ça, donc ça va permettre d'éviter l'adresse reuse parce qu'on va tout le temps avoir des adresses nouvelles, même quand on va payer sur ces adresses-là. Mais par contre, c'est différent du suivi des entrées-sorties sur le registre, parce que là, du coup, effectivement, les mixeurs seront plus efficaces pour rompre les heuristiques, hein, c'est-à-dire l'analyse des comportements. Tiens, tel type d'adresse,
va payer plutôt avec des montants, tel genre de montant, sur telles heures, sur telle zone géographique, etc. Donc c'est comme ça qu'on arrive à refaire des profils, puis finalement à retrouver un petit peu des comportements, puis des personnes. Casser les heuristiques, c'est ça, c'est-à-dire casser à la fois tout ce qu'on va pouvoir interpréter autour des adresses. Donc ça, c'est plutôt ce que permet Silent Payment. Et puis, d'un autre côté, il faut aussi casser les heuristiques sur les entrées-sorties des transactions. Et là, ça va plutôt être des mixeurs pour faire ça. OK, je pensais que ça mettait aussi, enfin ça brouillait un peu les pistes, mais en effet Ça c'est différent. complexifie, hein, c'est sûr, ça rend Ouais. beaucoup moins facile le lien, mais il est en chaîne, hein, donc il peut encore se faire. Donc on peut quand même, retrouver la transaction, par exemple, avec le montant exact. Non, on ne fera pas le lien entre l'adresse Silent Payment et une transaction sur le registre. Mais Par si par contre, exemple, euh, moi je reçois un le paiement de, receveur, enfin, le receveur, une fois qu'il a reçu du coup la transaction, c'est-à-dire bon, on rentrera peut-être après sur comment ça marche, mais une fois qu'il a reçu une transaction, il connaît certaines de vos outputs en fait, et donc à partir de là, il peut essayer d'analyser ce qu'il peut aller chercher depuis les outputs de cette transaction-là. d'accord, OK. Hem, OK, bon, bah, on a fait un petit tour des problématiques, heu et donc pour aller un peu plus dans le détail et comme ça on pourra un peu mieux comprendre, exactement comment est-ce que ça fonctionne. En quoi est-ce que c'est enfin, en quoi est-ce que c'est différent? Surtout, est-ce que l'expérience utilisateur est différente, comparée à juste, utiliser une adresse, classique? Oui, alors il y a l'expérience utilisateur un peu cachée, c'est-à-dire le dialogue entre les devices, mais qu'on voit pas forcément pour l'utilisateur. Puis il y a l'expérience utilisateur vraiment end user. Sur l'end user, c'est pratique de pouvoir réutiliser, enfin de pouvoir justement présenter une adresse et donc de la mettre voilà sur un QR code, etc., de pouvoir présenter une adresse publique en sachant que voilà, ça ne va rien indiquer des adresses réellement utilisées sur la chaîne. En fait, c'est une adresse qui va être utilisée pour calculer des choses, dont des adresses. Et donc, voilà, c'est juste un moyen de calcul qui est public, mais qui ne va rien indiquer de ce qui sera réellement fait au final sur la chaîne. Et donc ça, c'est assez pratique parce que il y a des moyens, du coup, de labelliser les transactions par rapport à des, à des personnes sans pour autant avoir trop d'informations sur eux. Et donc, ce que l'on pense, c'est que ça va modifier pas mal l'UX des wallets, par exemple, parce que finalement, on va plutôt avoir envie d'indexer ou de trier des adresses par adresse Silent Payment que par les vraies adresses de réception, par exemple. Et donc, ça modifie quand même l'architecture. En plus, quand je dis une adresse Silent Payment, en fait, on a deux adresses qu'on utilise. C'est une adresse de scan qui va nous permettre de savoir si une des transactions nous concerne, et puis une adresse de spend qui va vraiment nous permettre de dépenser les fonds. Et l'adresse de scan, c'est intéressant parce que du coup, ça peut permettre à des systèmes de détecter qu'il y a bien eu un paiement sur une adresse Silent Payment, si on donne cette clé de scan, mais pour autant de rien pouvoir en faire. Et donc sur certains cas d'usage, ça va permettre des choses, voilà, ça va permettre de nouvelles interactions, de nouvelles notifications par ce biais-là. Et puis l'UX qui est un petit peu derrière, mais qui est quand même très intéressant aussi pour la sécurité, c'est que en fait, en comment dire, en une transaction, euh, comment dire, il n'y a pas l'interaction en fait. C'est-à-dire que on va pas s'échanger des choses avant, on va pas se notifier qu'on s'envoie quelque chose pour après aller rechercher le truc qu'on s'est notifié. C'est vraiment ce que craque un peu Silent Payment, c'est qu'il y a pas de dialogue qui peuvent liquer des informations. C'est directement une transaction. Et en fait, en une transaction, on va à la fois notifier qu'il y a une transaction et à la fois fournir cette transaction. Et ça, c'est hyper intéressant en termes de design. Voilà.
OK et pour aller plus dans le détail, est-ce que tu pourrais nous expliquer, sans aller non plus dans le trop technique, trop barbare, comment est-ce que ça fonctionne et peut-être envoyer vers de la documentation si tu en as Ouais, recommandé? ouais. Donc les access payment, en fait, ça va permettre de dissimuler dans des adresses qu'on a calculées, en fait, donc, des adresses qu'on appelle dites tweakées. On va pouvoir cacher dans ce tweak un secret partagé, en fait. Donc un secret partagé, ça va être quelque chose qui va nous permettre de déchiffrer des éléments que seul le destinataire pourra déchiffrer. Et en même temps, seul le destinataire pourra savoir que cette transaction-là qu'il voit sur la chaîne, ça le concerne. Et quand il aura déchiffré, on va avoir les vraies adresses de révéler, entre guillemets. Et Euh, à quoi ça ouais. ressemble ce secret? Alors, bah, il se voit pas, c'est ça qui est avantageux, c'est qu'il est caché dans OK, l'adresse. Les adresses sont tout à fait standard, lambda, donc on ne sait pas que dans cette adresse, il y a un tweak. Pour le savoir, il faut scanner l'ensemble des adresses du bloc euh, avec sa clé privée et à partir de là, on va retrouver des éléments qui vont nous permettre de calculer que ça nous concerne. Donc voilà, donc c'est une étape qui est supplémentaire dans les wallets avec Adresse Payment, c'est qu'il y a ce scan des blocs pour savoir si une des adresses que l'on voit passer est une adresse qui est calculée, qui est tweakée pour nous en fait. Voilà. Et OK, là-dessus, les perfs commencent à être vraiment excellentes alors qu'elles partaient de vraiment, comment dire, assez long. Voilà. Donc là, les progrès sont assez fulgurants sur cet aspect-là. donc ce que j'avais vu en fait, c'est que l'adresse qui était, hem, comment dire? Qui était visible, en fait, c'était une sorte de mélange entre l'adresse du receveur et l'adresse de l'envoyeur et du Oui. secret en même temps? Oui, en fait, le secret partagé, c'est un défi Hellman. Donc pour créer en fait la clé, l'adresse du destinataire, on va utiliser pas mal de choses en fait. On va utiliser une agrégation des clés publiques qu'on a dans les inputs du destinataire. On va y ajouter un petit hash enfin bon, c'est pas très important, mais en tout cas, on va y ajouter quelque chose qui empêche le rejeu avec ces calculs d'adresse. Et ensuite de ça, on va utiliser notre propre clé privée. Et donc avec ça, on va créer un secret qui va être partagé et qui va pouvoir être retrouvé par le destinataire, donc celui qui a les clés privées des inputs qu'on a utilisés, et il va pouvoir détecter que dedans, en fait, il va pouvoir déchiffrer pour trouver l'adresse, finalement, l'adresse qui est cachée dans les adresses tweakées, voilà, qui le concerne là par contre, pour faire OK. un mélange de simple et de comment ça marche. OK et donc tu disais qu'on avait besoin de scanner, le bloc, donc ça se passe au niveau du bloc et pas, de la transaction directement Ouais. et Oui, c'est ça. Il faut scanner parce qu'il faut être capable de refaire ce calcul sur toutes les adresses que l'on voit OK, pour savoir si, ah, mais cette adresse, en fait, c'est une adresse qui est tweakée et dedans, il y a quelque chose qui me concerne, qui me concerne. Donc, on scanne. Donc, il y a un temps de synchronisation, en fait, du wallet qui part en général depuis la date de création du wallet. Et puis, à chaque fois qu'on redémarre le wallet, il va synchroniser sur les blocs qu'il a manqués pour aller voir s'il y a des transactions voilà, qu'il a manqué pendant le laps de temps. OK et mais pour faire ça, on a besoin de comment dire? À faire relativement confiance à un nœud précis, vu qu'on fait confiance à l'historique des blocs? Oui, dans tous les cas, enfin, à partir du moment où, oui, Mais c'est dans c'est tous même les un cas, peu et on plus, fait confiance en nous. la confiance est un peu plus, prononcée quand même pour les silent payments, non? Pas vraiment, parce que le nœud, lui, il peut pas savoir qu'il y a une transaction qui nous concerne. Ça va être que nous qui allons pouvoir le trouver en scannant les blocs. Le nœud, au pire, il va préparer de quoi analyser pour donner, en fait, ça c'est plutôt des optimisations de perf, pour donner un scan qui va être plus facile pour le wallet. Par contre, c'est vraiment le wallet, c'est vraiment ton wallet qui va scanner et qui sera le seul à savoir ce qui te concerne ou pas dans les informations reçues.
Alors il y a eu plusieurs itérations, hein, sur justement pour optimiser les perfs. Dans les premiers wallets qui ont implémenté Silent Payment, certains ont fait des trade-offs là-dessus, mais maintenant on arrive à avoir quand même des wallets qui permettent de scanner par soi-même ouais, les blocs, quoi. Et donc OK. le nœud sur lequel on se connecte, lui, il prépare la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire, il ne va pas préparer quelque chose de spécial pour vous. Tout le monde aura la même préparation des blocs et il va recevoir les mêmes informations à scanner. Donc c'est complètement indifférencié. Et au niveau de ce wallet, est-ce que le wallet est vraiment différent de l'utilisation d'un autre? Est-ce qu'on a du backup supplémentaire comme on peut avoir sur des multisig? Ou c'est vraiment exactement Ouais. la même chose et c'est juste Bah, le software? il y a deux clés. Du coup, il y a la clé de scan et la clé de spend. Donc il y a OK. deux clés à sauvegarder. Il y a le backup du coup de ces deux clés qui est nécessaire. Alors la clé de scan, on se dit elle est moins critique, etc. Donc elle peut être exportée, puis on pourrait mettre sur par exemple sur le wallet, sur un hardware wallet par exemple, que la clé de spend. Voilà, c'est des choix de design où il y a encore un petit peu de tâtonnement en fonction bah, du niveau de sécurité, de confidentialité qu'on veut mettre. Surtout par rapport à la criticité de la clé de scan, parce que la clé de spend, de toute façon, elle doit être conservée comme on le fait avec nos clés privées. Mais voilà. Donc ça change quand même, parce qu'il y a deux clés et pas une. Et du coup, ça ne change pas forcément sur le design, sur l'UX, mais dans la conception des wallets, ça peut avoir un impact. Oui. Et notamment dans l'export, puisque donc il y a des formats d'export qui décrivent l'adressage, enfin les types d'adresses, etc. C'est pas forcément encore ultra standardisé, normalisé pour la manière d'exporter les adresses Silent Payment. Après, c'est des Et adresses donc qui ressemblent aux autres, hein, oui, enfin, on-chain, ça ressemble à une adresse, Taproot, c'est ça? voilà, c'est ça, exactement. OK. Et donc et cette clé de scan, si on la perd ou si quelqu'un la trouve, peu importe, tout ce qu'il pourra faire, c'est trouver nos transactions Sale Payment, il aura pas accès au fonds ou rien Voilà, d'autre? c'est ça, c'est ça. OK. OK, On ça me pourrait paraît savoir plutôt, il y a eu des paiements qui sont faits sur cette adresse-là. ouais, donc ça pourrait permettre de pas de enfin, d'espionner et Oui, d'affecter, du coup, la confidentialité de manière générale, de la ouais, clé, de l'autre clé privée, quoi. ouais. Et OK. Est-ce que, il y a un autre point technique, qu'on n'aurait pas, abordé? Si, oui, il y a quand même un aspect, alors que nous on utilise beaucoup, euh, qui est en fait d'utiliser le secret partagé. Parce que justement, il n'y a pas eu de notification qu'il y a un secret, donc on ne peut pas savoir en regardant la chaîne que tiens, il y a un secret qui vient d'être partagé. Donc on ne sait pas que deux interlocuteurs ont finalement ouvert un canal de chiffrement, parce que du coup, avec cette clé, ils vont pouvoir chiffrer ce qu'ils veulent. Et donc, et en plus, voilà. Et donc, ça va être intéressant d'utiliser cette clé de chiffrement pour des échanges qui peuvent être on-chain ou off-chain, ou sur d'autres layers, ou peu importe. Mais par exemple, pour de la messagerie chiffrée, on pourrait très bien utiliser ce type de secret, et en fait, personne n'a vu à quel moment on s'est échangé la clé qui permet de chiffrer nos messages. Il n'y a pas que ça. Nous, on l'utilise aussi pour les annuaires. Parce que du coup, on va pouvoir rendre public des listes d'adresses Silent Payment. Donc, c'est des informations publiques, hein, c'est des adresses. Par contre, ces adresses, on va jamais les retrouver après sur les flux. Donc, c'est super intéressant d'avoir des identifiants qu'on peut rendre publics et qui pour autant ne permettront pas d'aller analyser ce que font ces identifiants, justement. Et donc, dans des annuaires, par exemple, on va pouvoir définir des rôles avec des conditions de signature, etc. Et bah, seules les parties prenantes pourront savoir exactement à quoi ça correspond, mais on ne leak pas tellement d'informations en utilisant dans ces définitions des adresses silent payment plutôt que des adresses classiques. Voilà. Et il y a encore d'autres cas d'usage, mais c'est pour ça que c'est hyper intéressant, je trouve. Et puis, par rapport aux autres implémentations qui permettaient de faire des choses très similaires, euh, on n'a pas non plus. Souvent, ça s'est heurté, ces travaux-là sont heurtés sur les débats sur les up returns. Parce qu'à un moment donné, il fallait justement donner
un code de paiement, des éléments en fait, tout ce qui aujourd'hui sont cachés dans le tweak. Et donc ça, c'est nécessité d'utiliser les up returns qui sont toujours très sensibles sur le réseau et qui parfois, bah voilà, chacun a ses avis sur ça, mais ça a pu ralentir pas mal d'initiatives pour faire l'équivalent. Alors que là, on n'utilise pas d'autres retourne, donc du coup, on contourne voilà, les blocages sur l'utilisation de ces opérateurs. Ok, et qu'est-ce que les up return ont comme mauvaise conséquence sur ce genre Euh, d'initiative? bah, ça fait, comment dire, c'est quand même quelque chose de remarquable, malgré tout. Euh, Ok. donc déjà, ça révèle de l'information. C'est de la data, en plus, même si c'est pas foufou. Voilà, et puis il peut y avoir je veux dire, exploitations du fait qu'il y ait cette data-là, à cet endroit-là, sur son format, voilà. Donc, c'est quand même plus sûr quand on voit rien du tout et que c'est caché dans une adresse. Et que ça prend pas de place, parce que du coup, c'est des transactions. Ça aussi, c'est très intéressant. C'est des transactions qui ont exactement le coût d'une transaction classique. C'est-à-dire que c'est une confidentialité supérieure pour le même coût. Et pour le même, et sans échange, sans dialogue supplémentaire pour s'échanger des choses et savoir qu'il va y avoir une transaction qui va passer. Donc finalement, c'est hyper low cost, quoi, parce que pour le même coût qu'une transaction classique, on va pouvoir une transaction qui va être renforcée et qui va partager un secret. Ok, très bien. Je vois qu'il y a prof du stream qui a posé une question dans les commentaires qui est plutôt longue, où je peux la lire, mais s'il veut venir la poser directement, je viens de lui envoyer une invitation. Ouais, N'hésite pas, sinon je la lirai si jamais il peut pas. Et donc peut-être pour entamer sa question, ouais. il demande d'abord un wallet Silent Payments peut-il être watch only, donc simplement permettre de voir les transactions qui lui concernent. Oui, complètement. On n'a que la clé de scan dans ce cas-là. Donc il faudrait la Xpub et la clé de scan ou juste la clé de scan. Non, juste la clé de scan. Ok, ok, très bien. Euh, je ne sais pas s'il prendra la parole. Euh, Sinon je vais hop épingler. J'essaye de retrouver aussi sur son. C'est De juste dans les retrouver la commentaires question. là. Ouais. Et donc il dit, et d'ailleurs de tout ce que j'ai compris, les Silent Payments ne permet finalement qu'une chose, éviter la réutilisation d'une même adresse par l'utilisateur. Par contre, on-chain, si l'utilisateur consolide, donc là c'est la deuxième partie, consolide ses UTXO pour X ou Y raison, consolidation classique ou dépense avec plusieurs inputs, la privacy on-chain sera diminuée comme avant. Oui, c'est Salut, aussi vous la. m'entendez? Ah, Ah, ouais, salut. salut, comment ça va? Ça va bien, merci. Du coup, moi, en fait, la compréhension que j'en avais, Nicolas, des Silent Payments, c'est que ça permet juste d'éviter la réutilisation d'adresses pour un utilisateur lambda. Oui. Mais d'un point de vue de l'analyse on-chain, donc Ouais. évidemment, c'est un peu mieux, mais parce que finalement, même si on a donné une seule adresse, bah, en réalité, il y a plusieurs adresses on-chain qui finalement vont être utilisées, comme celle que tu as décrite tout à l'heure. Mais ça change pas que si un utilisateur décide derrière de consolider deux ITXO, on va savoir que ces deux ITXO en entrée vont appartenir à la même personne. Et donc, par conséquent, c'est c'est pas révolutionnaire, c'est juste un outil supplémentaire qui peut permettre d'avoir un peu plus de privacy on-chain. Ouais, c'est la distinction que j'avais fait au début entre la privacy sur les adresses et puis la privacy sur les UTXO, quoi. Ça ne, ça n'a pas un gain énorme sur la privacy sur les UTXO, ça c'est clair. Mais par contre, il y a encore beaucoup de personnes qui font de la reuse d'adresses. Euh, et c'est déjà, je veux dire, dans les analyses, parfois, quand il y a des sujets bien précis, ils vont chercher les UTXO, mais euh, déjà avec
le problème de la réutilisation d'adresses est déjà super important en fait. Donc ce qui est intéressant, c'est de proposer des implémentations de wallet qui, voilà, techniquement, ne feront plus d'adresse reuse. Et là, même si il y a encore, on va dire, les aspects de confidentialité qui sont pas suffisants sur le GTXO, donc quand même, on corrige un point qui est hyper important, qui est déjà de ne pas faire d'adresse reuse, quoi. Ah, ok, ça marche, merci. Et après, j'ai une autre question qui est plus technique. C'est que Ouais. tu disais tout à l'heure que les nœuds vont devoir aller chercher les informations potentielles dans toutes les adresses, du coup, soit des blocs, soit de la même pool. Mais ça veut nécessairement dire qu'il va y avoir plus de calculs et on va dire, de données qui vont devoir être traitées par le nœud. Et donc, par conséquent, ça va impliquer des problématiques, par exemple, au niveau de la bande passante, non? Euh, alors ça, c'est vraiment les sujets qui là ont été vraiment abordés ces dernières semaines, moi, je dirais. Ah bah d'ailleurs, je vois Sosten. Bah, je crois que c'est le, voilà, il est au front sur ce sujet-là, donc à mon avis, il aura une réponse encore meilleure que la mienne sur le sujet. Ouais, Salut Hello. Sosten, n'hésite pas à rebondir. bon, en passant, mais enfin voilà, j'ai entendu la question, voilà, je viens d'arriver, mais effectivement, je suis assez bien placé pour en parler parce qu'il se trouve que avec Signet, qui est un autre développeur, on est en train de développer Dana Wallet, qui est le premier wallet 100% silent payment, alors qui est encore comment dire, c'est un stade très précoce hein, de son développement. Mais tout ça pour dire, effectivement, c'est problématique depuis l'année dernière, on s'y est pas mal frotté. Et alors la question, pardon, c'est qui a posé la question? C'est Prof et du stream. Ok, bah ouais, donc Prof et du stream, t'as complètement raison. Enfin, t'as complètement raison, mais c'est un peu plus nuancé que ça. En fait, si tu as un full node, c'est pas énorme. Là, il y a une PR pour Bitcoin Core, donc pour implémenter qui est déjà mûre hein, depuis un certain temps, mais elle n'est pas encore mergée. Enfin, Bitcoin Core, ça prend toujours un petit peu de temps. Du point de vue d'un nœud, si tu as juste ton wallet Silent Payment et que tu dois scanner pour tes transactions, c'est pas énorme. Enfin, oui, il y a un petit surcoût, alors pas tellement de bande passante, il y a plus un surcoût de CPU, enfin de calcul, mais honnêtement, c'est pas. Voilà, c'est vraiment pas problématique. Ce qui est problématique, et je pense que c'est ce que tu voulais dire, c'est pour les clients légers, pour les wallets mobiles, ou voilà, donc là, effectivement, il y a un sujet qui peut être traité de différentes façons. Donc, on peut placer le curseur à différents niveaux. N'hésitez pas à m'interrompre hein, si, je sais pas, si à un moment il y a besoin. Euh, En fait, on peut placer le curseur à différents niveaux. On peut dire que on veut que le client léger soit totalement autonome et ne divulgue aucune information au serveur. On peut mettre le curseur donc de l'autre côté. On pourrait imaginer un modèle à l'Electrum où le client est complètement transparent vis-à-vis du serveur, c'est-à-dire le serveur sait exactement voilà, quels outputs appartiennent à quel client. Et entre les deux, on a toute une palette tout un dégradé de niveaux de privacy différents vis-à-vis du serveur. Si on est dans un modèle à la Electrum, je dirais que ça poserait aussi des soucis, mais ça poserait des soucis pour le serveur. C'est-à-dire que si le serveur. Est-ce qu'il y a que chez moi que ça a bugué? Non, j'entends pas non plus. Allô? Ah, là, vous m'entendez ou pas? Ouais, c'est bon, c'est revenu. D'accord, il y a juste eu un trou. De 10 secondes, même pas. Je reprends. Ok, ok. Ouais, donc bon, dites-moi si vous avez raté quelque chose, mais je crois que j'étais en train de dire qu'il y avait tout un dégradé de niveau de privacy possible du client par rapport au serveur. Si on est dans un modèle à l'Electrum, en fait, il y a
c'est pas si évident non plus parce que il faut se dire que chaque client qui va être servi par le serveur va devoir faire donc. Enfin, non, pardon, c'est chaque client que le serveur va devoir servir, ça représente un diffie-hellman, un calcul sur les courbes elliptiques par transaction et par client. Donc, c'est-à-dire dans un bloc standard, vous avez quoi entre 3 et 4 000 transactions à peu près. Alors, bon, sachant qu'elles ne sont pas toutes éligibles Silent Payments, mais on va prendre un cas, voilà, on va Stillman, on a vraiment que des transactions, tout le monde utilise du Pay to Taproot et toutes les transactions sont éligibles Silent Payments. Mettons qu'on en a 3000 dans un bloc et qu'on sert 3000 clients, bah, ça fait 3000 fois 3000. Donc c'est pas infaisable, mais avec une grosse machine. Enfin, si c'est un serveur, voilà, mais bon, il faut quand même le savoir, c'est pas anodin non plus. Le problème, alors si on part complètement dans l'autre sens, en fait, on va déporter ces calculs sur le client. Et là, le problème, alors si on doit rattraper un bloc, c'est pas nous les problèmes qu'on a eu avec justement avec un wallet mobile. Si on doit rattraper un bloc dans l'ensemble, c'est pas un souci. En revanche, il faut que le client puisse rattraper, même s'il a été hors ligne pendant un certain temps. Et là, bah, c'est là qu'on a commencé à avoir des problèmes. Ton micro bug encore, je crois. Allô, allô. Je crois Ouais, que tu as on des peut problèmes avec ton continuer. micro. Peut-être qu'il est mal branché, il doit se déconnecter à certains moments. Ouais, non, mais c'est les micros Bluetooth. Ok. J'en ai marre, j'en ai essayé plein, il n'y en a aucun qui fonctionne correctement. Tu disais que c'était là qu'on Là, commence mais à ça avoir des va, vous problèmes. m'entendez là? Ouais, oui, oui. C'est quand on doit rattraper. Alors, après, il y a un deuxième problème, mais bon, c'est un problème après l'autre. C'est effectivement pour le client, c'est un client mobile, par exemple, c'est assez problématique de rattraper 1400 blocs, ça fait beaucoup de calculs. Ça va tirer sur la batterie, ça va tirer sur le CPU. Il fallait trouver, enfin voilà, fallait trouver une solution qui était plus praticable. Après, enfin voilà, j'étais en train de dire, il y a un deuxième problème qui est caché, c'est que en fait, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'un indexeur spécial Silent Payment. Il y a, bah, en fait, il y a pas mal de façons de le faire. Il y a l'approche, il y a eu une PR aussi sur Bitcoin Core, mais qui n'a pas été enfin, qui est un petit peu stalled maintenant, je pense. Il faudrait que je regarde où elle en est, si elle a avancé, mais je crois pas qu'elle ait beaucoup avancé depuis un an. Euh, donc il y a eu voilà, une tentative de faire un indexeur Silent Payment sur Bitcoin Core directement, et l'idée ça aurait été qu'on interrogerait en fait, ce serait directement Bitcoin Core qui servirait les informations dont on a besoin pour faire les calculs Silent Payment sur les transactions. Il y a aussi la possibilité d'utiliser un indexeur de blocs qui existe aujourd'hui. Donc, on avait fait une tentative avec Electress. On avait modifié un Electress, voilà, pour que, en plus de ce qu'il faisait déjà avant, il indexe aussi les. Alors, pour chaque transaction, ça représente l'équivalent d'une clé publique, hein, c'est 32 bytes. 33, 32, 33. Non, c'est pas une clé XML, donc c'est 33 bytes, voilà, pour chaque transaction qui est éligible Silent Payment. Et l'idée, c'est que l'indexeur, il doit faire des calculs, il doit faire le calcul de ce petit tweak. Enfin, la terminologie est un peu flottante. Ton micro bug encore. Je crois que il y a un problème info contact ou quelque chose. Vous l'entendez pas non plus? Ou c'est que moi? J'entends pas non plus. Ouais, et puis même il n'y a pas d'animation sur le micro. Ouais. Peut-être attendre quelques instants. Ouais. Oui, c'est vrai que c'était intéressant parce qu'il y a 4 ou 5 pistes qui ont été étudiées pour optimiser soit les calculs côté sur les nœuds, soit le calcul côté des clients légers, avec quand même un impact, enfin, des pull requests qui sont déjà prêtes pour Bitcoin Core.
L'idée donc c'est d'indexer ces blocs de la manière la plus efficiente possible. Et c'est vrai que là il y a eu des gains de perf, mais justement je pense que c'est là où il allait en venir, qui sont vraiment très importants aujourd'hui, qui nous permettent voilà, de raisonnablement envisager silent payment sur les wallets sans impacter trop les nœuds, quoi. OK. Sosten, peut-être essaye de fermer le micro et le rouvrir parce que, je crois qu'on devrait voir normalement le ah, ouais, il a quitté. Si tu veux remonter, hésite pas à faire la demande. Peut-être que c'était un bug, de Twitter et je me demandais, est-ce que c'est possible de faire le check, des blocs, mais manuellement? C'est-à-dire dire: «Bah, j'attendais un paiement à ce moment-là, enfin à peu près dans les derniers jours ou de la dernière semaine» et donc tu demandes à ton wallet de check, les 7 derniers jours, Oui, par il exemple. y a des wallets qui demandent un numéro de bloc pour pas tout resynchroniser pour rien. Par défaut, en général, ils ont pris un petit peu de commencer à la date anniversaire du wallet, donc à sa date de création. Euh, mais certains permettent de se dire, bon, bah, ouais, c'était tout récent, là, je veux que quelques blocs à scanner pour scanner dedans. Après, il faut quand même que certains inputs qui ont été utilisés, faut quand même les retrouver. Ils sont pas forcément dans les mêmes blocs, donc euh, il faut quand même être à jour des blocs qui précèdent ce que l'on a indiqué, quoi. Voilà. OK et donc quel wallet aujourd'hui, supporte les Silent Payments? Je crois qu'il y a Blue Wallet, mais je suis pas sûr s'ils acceptent, dans les 2 sens, la réception et l'envoi. Tu as ton micro, désactivé, je crois. Ouais, pardon. Alors dans les wallets, oui, je sais qu'il y a une liste qui est maintenue des wallets Silent Payment. Je vais essayer de la retrouver. C'est De sur mémoire, il y avait Silent. Cake Wallet, Blue Oui, il y a Wallet. quelques wallets. Il y a une adresse que je vais peut-être mettre dans le chat. Je vérifie juste que ça marche encore. Je suis pas sûr que ce soit tout à fait à jour, mais je vais quand même la mettre. Je vais la mettre dans le chat. Hop, voilà. Donc c'est sur Silent Payments XYZ, pardon. Donc il y a une liste qui devrait être mise à jour. Il y en a un petit peu plus que ça. Mais effectivement, il y a quelques wallets, il y a Blue Wallet, Silicium qui est encore expérimental, mais qui permet par contre de très bien comprendre comment ça marche. Et puis il y a le Dana Wallet avec, voilà, avec Signals et Sosten dessus. Et je vois Ouais, que Sosten est pardon, revenu. laissez-moi deviner, en fait, j'ai parlé dans le vide au moins les 2-3 dernières minutes. Plus Voilà. personne m'entendait. Ouais. Ouais, ça fait Désolé. longtemps que j'ai pas fait, ça fait longtemps que j'ai pas fait un Twitter Space. Je vois qu'ils se sont pas beaucoup améliorés là-dessus. Ouais, mais ton Euh, son était assez faible, dès le début et là, ça a l'air d'être, plus clair donc tu devrais plus avoir de Bah, problème. ça a l'air d'être plus clair parce que en fait, j'ai dégagé mes écouteurs et mon micro. Et là, je suis sur le Ah, haut-parleur du téléphone, donc bah, manifestement, ça marche. Voilà. ouais, c'est peut-être les Euh, écouteurs alors qui marchent pas ouais, bien. non, alors je pense que le fait que j'étais plus speaker et que j'ai pas été, enfin, ça, je pense que c'est Twitter. Mais oui, bon, les écouteurs, effectivement, devaient pas être terribles non plus. Vous voulez que, je sais pas jusqu'à où vous m'avez entendu. Je sais pas si vous voulez que je reprenne une partie ou si on en reste là. Ouais, Nicolas avait essayé de te devancer et que tu allais potentiellement parler des performances. Sur les clients légers, en tout cas, faire une petite synthèse comme quoi c'est Ah c'est quand ouais, même. en fait, d'accord, en fait, j'en ai parlé pendant 5 minutes et personne n'a rien entendu pendant 5 minutes, en fait, c'est ça l'idée. En fait, côté nœud, je pense que c'est bon. C'est côté client léger qu'on a été tronqué. Ah ouais, ah oui, non, parce que je viens d'en parler, en fait, je parlais tout seul pendant 5 minutes. Ok, d'accord. Bon, je vais reprendre en gros, en fait, j'étais en train d'expliquer que il y avait effectivement un sujet de performance côté client léger
Et j'ai expliqué les solutions, les différentes solutions qu'on a expérimentées, alors en particulier avec Dana Wallet, les différentes approches qu'il y a eu pour l'instant. Donc, en gros, il y a eu l'approche on fait tout passer par Bitcoin Core. Donc, il y a une PR qui est toujours ouverte dans Bitcoin Core qui construit un indexeur. Alors, bon, la terminologie n'est pas hyper précise encore, mais on va appeler ça des tweaks. C'est-à-dire qu'on doit calculer une petite clé publique pour chaque transaction qui est éligible Silent Payment. Et en fait, cette clé publique, c'est ce qu'on doit servir au client. Parce que le client, il va faire, en gros, le Diffie-Hellman, il va le faire grâce à cette clé publique. Le problème, c'est que pour construire cette clé publique, on a besoin des preview stakes. C'est pour ça qu'on a besoin d'un accès à la blockchain. Le client léger, il peut pas, voilà, il peut pas le faire lui-même parce qu'il n'a pas un accès ou il n'a pas accès facilement, en tout cas, aux transactions précédentes. Donc, tout l'enjeu, c'est d'être capable de construire un index pour chaque transaction, d'être capable de dire, OK, bah, ce tweak, ce public tweak, ou je sais pas comment on pourrait l'appeler, euh, on en a un index, et quand un client vient et nous dit, bah, j'ai besoin j'aimerais bien scanner les blocs 100 à 200, on est capable de lui servir tous les index de toutes les transactions qui sont éligibles Silent Payment de 100 à 200, puis après, lui, il fait ses Diffie-Hellman dans son coin, et il est capable de détecter quand une transaction s'adresse à lui ou pas. Ça, c'est l'idée de base. Donc voilà, ce que j'étais en train d'expliquer, c'était Et ça vient de recommencer. Allô, allô, Sosten. Peut-être si quelqu'un a ses DM, l'avertir pour pas qu'il continue à Ouais, je vais parler. lui dire. Parce que sinon. Ah, ça a l'air d'être. ouais, c'est bon. Je crois que je commence à comprendre pourquoi je n'ai plus sur les spaces. Ouais, on a des semaines, on a des problèmes toutes les semaines. À chaque fois, c'est quelque chose de différent. Ouais. Ah, ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de space. C'est quand même extrêmement chiant. Ok. Bon, j'essaye de dire. Là, vous m'entendez, hein? Ouais, 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 parfait. ouais. D'accord. Alors, je vais essayer de dire ce que j'ai à dire très très vite, puis après on développera s'il faut. Donc voilà, on peut le faire passer par Bitcoin Core. On a modifié un Electress. Donc Electress, c'est un indexeur une implémentation d'Electrum Server. On l'a modifié en fait pour qu'il indexe aussi ces petits public tweaks des transactions Silent Payment. Ça marche, on peut le faire. Le problème, c'est que c'est pas performant du tout, du point de vue de l'indexeur, je veux dire. Et le code, enfin, ça rentre assez mal dans le fonctionnement général d'Electress par ailleurs. Donc le code est compliqué. Enfin, je veux dire, c'est difficile à maintenir et on cherche une autre solution. Il y a eu une implémentation from scratch de ça qui s'appelle le Blind Bit Oracle, qui était pas mal. Mais ce que j'expliquais juste avant quand vous m'entendiez pas, c'est en fait, c'est un peu, je pense qu'il a eu des difficultés qu'il n'avait pas très bien anticipées quand il a essayé d'implémenter des optimisations. En termes de performance, c'est un petit peu limite. Et il y avait des optimisations qu'on pouvait faire, mais qui n'étaient pas si simples. Et je crois, il faudrait que je regarde s'il a commit récemment, mais je crois que c'est en train de stall. Ce projet, je crois qu'il n'y a pas eu de commit depuis quelques temps, donc on va voir où ça va, mais voilà. Et j'étais en train d'expliquer juste avant que, à part l'approche indexeur bloc par bloc, comme ça, où on calcule en fait pour chaque bloc, chaque transaction éligible Silent Payment, on va chercher les previous TX et puis on construit ce petit public. Ça rebug. Allô, allô. Je sais même pas s'il nous entend du coup. Ah, c'est bon. Ouais, si, moi je vous entends. Ok, c'est bon, c'est revenu. Là, je vous entends, mais putain, c'est super relou. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, l'approche qu'on privilégie aujourd'hui, qui est très différente, c'est de plus fonctionner bloc par bloc, c'est d'essayer de construire un index sur l'UTXO7. Et là, alors l'avantage énorme de cette approche, c'est que vous considérez que l'UTXO7 à un instant T, et vous calculez les public tweaks uniquement pour les transactions qui sont présentes dans l'UTXO7. Et ça veut dire que si votre client léger, il rattrape un bloc, 10 blocs, 100 blocs, 1000 blocs, 10 000 blocs, globalement, ça va pas beaucoup changer. Enfin, la quantité de données qu'il devra traiter sera à peu près constante. Alors que quand vous faites bloc par bloc, bah forcément, plus il y a de blocs à rattraper, c'est linéaire, quoi. Voilà. Donc, je m'arrête là avant que ce soit à nouveau coupé. Et je laisse enfin, voilà, si vous voulez développer dans une direction.
Merci beaucoup pour ton temps et toute ta patience, de réessayer à chaque fois. Mais, mais ouais, personnellement, je suis pas autant, tech que ça, donc je pense que je vais réécouter le replay pour être bien sûr de comprendre, ultérieurement, enfin, plus tard. Et je sais pas si Nicolas, tu veux rebondir dessus ou sinon on va ouvrir aux questions? Oui, non, non, je vais pas revenir dessus, mais en même temps, je trouve que ça a réveillé des projets sur l'indexation des blocs et l'indexation de l'UX, de l'UX, j'y arriverai pas. En tout cas, des UTXO. Et donc, et en même temps, on trouve, voilà, je pense que ça amène de vraies capacités nouvelles pour les wallets et de l'autonomie finalement sur son UTXO 7 sans trop dépendre du nœud ou sans trop liquer d'infos avec les nœuds, quoi. Je vois Ouais, que Sosan a la ouais, main levée, mais je sais pas si c'est un bug ou si c'est. Alors, je crois qu'il est là non, depuis le début. ouais, alors je croyais que ma main était baissée, mais alors moi de mon côté, en tout cas sur mon écran, elle est pas là ma main, donc je suis désolé si de si depuis tout à l'heure C'est pas j'avais la grave. main levée. Euh, et ouais, non, je voulais juste ajouter, je voulais juste ajouter un truc et ça m'a fait oublier ce que je voulais ajouter du coup. Alors oui, c'est voilà par rapport à ce que disait Nicolas. Allô, allô? Ça bug. C'est de plus en plus court. C'est devenu un cas d'usage. Alors c'est ah, vous C'est bon, m'entendez plus là? c'est bon, on t'entend. OK, je disais, c'est devenu un cas d'usage, pour un autre projet, qui est un projet de core pour le coup, qui est le Bitcoin kernel. Et bon, c'est assez technique, hein, donc voilà, je vais pas me rentrer là-dedans, c'est déjà assez compliqué à expliquer, surtout si vous m'entendez par tranche de 10 secondes et que je sais pas quand ça coupe. Mais Josie, qui est un core dev et qui est aussi, une des personnes derrière Silent Payment, utilise ça comme cas d'usage pour donc cet autre projet qui fait partie de Core et voilà. Donc c'était pour dire qu'effectivement ça réveillait un peu des, comme Nicolas disait, ça réveillait un peu d'autres projets, ça servait de cas d'usage pour d'autres projets qui étaient intéressants aussi. Clairement. Et je pense qu'on devrait, ouais, un peu tous encourager ce genre d'initiative, pour la confidentialité parce que c'est un des, bah, peut-être le principal défaut de Bitcoin. Et donc c'est très cool de voir, ce genre de choses. Et donc s'il y a des questions dans l'audience, n'hésitez pas à demander, la parole, à prendre le micro, à cliquer sur le petit micro en bas à gauche et Nicolas ou Sosten, essaieront de vous répondre. Sinon, pour ma part, on a abordé un peu tous les sujets. À part si, Nicolas, vas-y, tu voulais dire quelque chose, pardon? Non, 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 je voulais rien ajouter. C'est vrai que c'est un projet important parce que l'adresse reuse, c'est quand même très clairement identifié comme un problème. Il y a encore à faire, effectivement, sur la confidentialité sur les UTXO7, mais c'est quand même un pas très très significatif. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est merge d'encore. C'est-à-dire que c'est pas une feature ou c'est pas un outil complémentaire. Là, on a de la confidentialité qui est rajoutée sur Bitcoin. Et donc ça, c'est quand même, je pense, très important. Et en plus, ça a permis d'amener ce secret partagé, qui je pense aura d'autres cas d'usage. Ça permet des notifications sans faire plusieurs transactions. Donc éviter un dialogue, c'est quand même extrêmement précieux en termes de coûts, en termes d'infos leakées, en termes de beaucoup de choses. Donc ça, c'est quand même super intéressant d'avoir le moyen d'envoyer une transaction et de la notifier en même temps et que ça ressemble à une transaction normale pour un coût classique. Et puis comme on l'avait un petit peu dit vers la fin, ça réveille aussi plus d'autonomie finalement des wallets par rapport au nœud, parce que finalement on est en train d'équiper, je pense doucement, les wallets vers une plus grande autonomie sur leurs adresses sur la chaîne par rapport au nœud, quoi. Voilà. Clairement. Tu voulais dire quelque chose, Sosten? J'ai Euh,
Ouais, sinon c'est juste moi, je suis désolé parce que c'est vrai que je prends le truc un peu en cours de route, mais quand je me suis connecté tout à l'heure, il y a quelqu'un qui faisait la remarque que c'était pas que ça nous protégeait pas si par exemple on consolidait nos outils exo après, voilà. Et c'est vrai que c'est pas suffisant. C'est important, disons que c'est nécessaire, mais pas suffisant. Il y a plein d'autres optimisations qu'on doit faire après, mais c'est vrai que en matière hem, d'optimisation de privacy, qui sont, comment dire, les plus faciles à régler, qu'on aurait déjà dû régler depuis longtemps, la réutilisation d'adresses, je pense que c'est le fruit le plus bas sur l'arbre. Donc c'est vrai que si on peut régler déjà ce problème-là, c'est pas mal. Après, il y a plein d'autres problèmes à régler derrière. C'était aussi pour rebondir sur quelque chose là. Enfin, j'ai l'impression quand j'écoute le résumé de Nicolas, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être un sujet qui a pas été extrêmement abordé aussi. C'est qu'en termes je pense qu'il y a des gros potentiels en termes d'expérience utilisateur pour les wallets, c'est-à-dire que ça change de façon assez profonde le fonctionnement d'un wallet, enfin, en tout cas l'interface, la façon dont on va pouvoir construire un wallet. Et il y a un travail dessus. Alors justement, là, c'est un peu laborieux parce qu'on fait ça un petit peu, sur notre temps libre, mais on a commencé à discuter avec la Bitcoin Design Community. Donc c'est Ça vient de couper. Allô, allô. C'est en bon vraiment dev, je relou. suis un peu, Allô, allô. voilà. Ouais, ouais, vous m'avez perdu encore. Non, je disais qu'on était en train de discuter avec la Bitcoin Design Community, qui est la communauté des mecs qui font de l'UX sur Bitcoin, et ce qu'on aime. Ah ouais, c'est encore de plus en plus rapide. Ça coupe, Sosten. Allô, allô. C'est putain, un peu infernal, ces bugs Twitter. Et c'est la première fois que ça faisait un truc comme ça. Je sais pas si vous avez l'habitude d'avoir ce genre de bug. Alors moi, je galère pas mal avec mes micros en général aussi, mais je crois que ça vient plus de moi que pour le coup. Ouais, c'est toujours un peu compliqué de trouver la bonne entrée de son. Mais là, ouais, ça a l'air d'être juste Twitter qui bug, donc on peut pas faire grand-chose. En plus, il a quitté, il est revenu. En général, ça reset un peu tout. Mais là, allô, allô, Sosten. Ouais, bon, je crois que je vais vous laisser parce que Ouais, je c'est suis trop, désolé. c'est trop. Ah ouais, non, mais même pas faire, même pas faire une phrase, ça coupe déjà. Bon, bah Non, je écoutez, on pense, a ouais, juste. je pense qu'il voulait revenir sur le sujet Ouais. de la structure des wallets avec du coup les labels qu'on peut mettre sur les adresses pour les trier, plutôt que de travailler sur les adresses de réception classiques. Voilà. Mais Mm. si c'est pas ça, Sosten, envoie-moi un petit message et, et je passerai le mot. Euh, bon, il est désolé, mais c'est trop compliqué. Voilà. Ouais, non, mais on comprend. Il n'y a pas de souci, Sosten. Merci encore d'être passé. Pour le peu qu'on a entendu, c'était très intéressant. Et donc, il n'y a pas eu de personnes qui ont demandé le micro. Par contre, on a une question dans le chat de Cyril qui demande un pronostic pour la révélation de HBO. Qu'est-ce que tu en penses, Nicolas? Bon, aucun intérêt, à peu Ouais, je près. suis d'accord. Ça a fait beaucoup de bruit pour rien du tout. Ouais. Et je Ouais, ne non, sais non, pas si ça va pas de vraiment être une pronostic. enquête. Excuse-moi, tu disais quoi? Non, je disais pas de pronostic, du coup, euh, ce sera à peu près n'importe quoi probablement. Et puis, en plus, Bitcoin a quand même bien évolué sans lui. Bon, enfin voilà, c'est pas. Ouais. Déjà, ce serait pas terrible de savoir qui c'est. Et puis, c'est pas très utile non plus finalement. Donc, et en plus, il y a très peu de chances que HBO ait trouvé qui c'est en fait. Donc, voilà.
Ouais, et puis même, je sais même pas si c'est une vraie enquête ou si c'est pas juste du blabla et pour faire du marketing, ils ont dit qu'ils avaient trouvé ça et qu'ils avaient trouvé qui c'était. Et parce que le Ouais, titre, c'est même comme, pas une histoire de Satoshi, c'est un peu sur Bitcoin en général. Donc, je sais pas s'ils ont pas ouais, fait un focus de 10 minutes à la fin sur ça et c'est tout. ouais, bah, c'est vrai qu'ils ont fait un bon marketing, hein, de Ouais, leur, c'est clair. de leur vidéo. Après, on verra, mais franchement, enfin, personnellement, en tout cas, aucun intérêt. Mm. Ouais, clairement. Bah, d'ailleurs, pour les personnes de l'audience qui connaîtraient pas l'émission, donc vous êtes dans Pair à Pair et il y a quelques semaines, c'était pendant en juillet, je crois. Non, même en juin, on avait reçu Urban Tech qui était aussi passé dans le space rapidement. Et on a parlé un peu de toutes les théories autour de Satoshi Nakamoto. Et donc, sûrement que si vous écoutez cette émission-là, vous n'aurez rien à apprendre de HBO. Mais pour ceux que ça intéresse, vous avez sûrement le replay sur le YouTube et sur le Spotify de Cryptost. Et d'ailleurs, je viens de vous épingler, j'aurais dû le faire peut-être au tout début, mais ça me servira de conclusion. Je viens d'épingler un tweet avec le lien de la chaîne YouTube, le lien pour le streaming. On est aussi sur Fountain d'ailleurs, qui est un client de Noster. Donc, si vous utilisez Noster, vous avez tous nos podcasts, dont les Pairs à Pairs. Et il y a aussi le lien de Discord, si vous voulez rejoindre notre Discord public. On a aussi un chat privé dans le Discord. Si vous écrivez UTXO dans n'importe quel chat, le chat Blabla par exemple, vous aurez accès à un chat privé underground des Bitcoin maximalistes qui écoutent l'émission. Donc voilà, si vous avez l'habitude de Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre. Tu voulais dire quelque chose? Non, non, j'avais juste le clic au-dessus du, au-dessus du micro, rien de plus. Ok. Bah écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, et je sais pas, peut-être tu veux rajouter quelque chose, un dernier message, une dernière publicité pour les cours que tu fais ou autre chose, n'hésite pas. Oui, bon, on fera des communications. C'est vrai qu'on va maintenant enchaîner sur les formations de développeurs, donc sur plusieurs semaines. Ça, c'est pour l'académie. Voilà. Et puis sur le mining, on va aussi faire des annonces sur ce qu'on fait avec les agriculteurs dans le sud. Et c'est quand même assez significatif. Voilà. Puis sur la tech, on annoncera bientôt un institutionnel qui va du coup quitter son hébergeur cloud pour venir se distribuer sur notre infra. Voilà. Et donc, mais ça, voilà. Je ne vais pas griller la priorité. Il y aura un temps pour tout. Déjà, c'était super important de parler de Silent Payment. Donc, je te remercie déjà d'avoir organisé ce space parce que voilà, parce que c'est important d'en parler, c'est important de rappeler la privacy sur Bitcoin, son niveau actuel et puis ce qui est amélioré un peu de partout sur le sujet. Voilà. Et puis de Bah merci continuer beaucoup. d'échanger dessus parce que c'est aussi beaucoup une question du X. C'est Mm. aussi vraiment beaucoup une question du X. Donc c'est super intéressant de réunir des feedbacks voilà, dessus. Bah, merci beaucoup à toi d'avoir accepté cette émission. Et ouais, j'essaie de parler des sujets qui me semblent importants autour de Bitcoin. Donc, si toi ou même les personnes dans l'audience, vous pensez qu'il y a un sujet qu'on n'a pas traité sur Cryptost et qu'il serait important de le faire, n'hésitez pas à nous contacter, à me contacter moi directement. Moi, en tout cas, j'essaie de faire un maximum, mais il y a sûrement qu'il y a des sujets que vous avez en tête qui sont en cours de traitement qu'on va bientôt faire. Mais s'il y a quelque chose qu'on aurait loupé, n'hésitez pas à nous contacter, surtout moi directement. Je, comment dire, je le ferai avec grand plaisir. Donc, merci beaucoup encore une fois, Nicolas, d'être venu. Et voilà, on se dit à une prochaine fois sur un prochain épisode, peut-être une troisième fois. Ah bah, je serais ravi. Super. Bah, merci beaucoup, Nicolas, et bonne soirée. Merci tout le monde. Bonne soirée.